On va parler dans ce Tech Talk donc du lancement d'un nouveau service public pour gérer les données de santé de chaque citoyen français. C'est le lancement de Mon Espace Santé porté par le ministère des Solidarités, de la Santé et de l'Assurance Maladie, dont nous avons une représentante, Laura Letourneau, déléguée ministérielle au numérique en santé auprès du ministre des Solidarités et de la Santé. Merci d'être présente pour répondre à nos questions. Et à vos côtés, Emmanuel Canès, expert en nouvelles technologies dans la santé. Vous êtes le directeur de ce secteur chez Dell Technologies. Alors, on va commencer ensemble, évidemment, Laura Letourneau, puisque c'est l'annonce du lancement. On a besoin de savoir déjà à quoi ça va servir, ce nouvel espace santé. Alors en fait, Mon Espace Santé, c'est un outil qui va permettre à nous tous, citoyens français, de reprendre la main sur nos données de santé et d'être vraiment acteurs de notre santé. Donc au-delà de la formule un petit peu politique, très concrètement, ça va permettre 3 choses. Ça va permettre, 1, de stocker les données, les comptes rendus de biologie, les comptes rendus de radiologie, d'hospitalisation, nos antécédents, nos allergies, qu'on les ait ajoutés, nous, en les prenant en photo, les ajoutant dans le dossier médical de Mon Espace Santé, ou qu'ils soient progressivement alimentés automatiquement par le laboratoire de biologie médicale, le cabinet de radiologie, l'hôpital, le médecin traitant, etc., pour les retrouver dans un endroit unique, sécurisé, hébergé en France, et pouvoir retrouver ces documents de santé, de son hospitalisation. Vous parlez d'un coffre-fort électronique en fait, de tous nos dossiers médicaux. Est-ce que justement les professionnels de santé vont le faire systématiquement ? Alors effectivement, il y a un premier objectif qui est de stocker ces documents. Un deuxième objectif, c'est de pouvoir les partager avec les professionnels de santé ensuite pour qu'ils puissent mieux nous prendre en charge, pour qu'ils puissent mieux diagnostiquer. Donc, les professionnels de santé, dans le cadre du Ségur numérique, qui correspond à 2 milliards d'euros d'investissement inédits par la Commission européenne, vont pouvoir avoir des logiciels qui vont être mis à jour et compatibles avec Mon Espace Santé pour pouvoir alimenter automatiquement en 0 clic le dossier médical et utiliser de façon fluide la messagerie sécurisée depuis leur propre logiciel métier, le kiné, l'infirmière, l'hôpital, etc. Et il y aura effectivement des incitatifs financiers pour les professionnels de santé, une mise à jour gratuite et automatique de tous leurs logiciels pour qu'ils soient raccordés à Mon Espace Santé, et aussi des obligations réglementaires de partage de données. À partir de quand ? Parce que là, vous parlez au futur encore. Alors, c'est quelque chose qui va être progressif. Là, Mon Espace Santé, comme tout outil numérique, c'est pas du one-shot. Donc là, on a sorti une première version qui sera ouverte à tous les Français en opt-out, donc sauf opposition de leur part. À partir de maintenant, il y a déjà... Tout le monde peut, indépendamment de l'opt-out et d'attendre le courrier pour que l'espace santé soit activé automatiquement si la personne ne s'y oppose pas, tout le monde peut déjà aller sur Mon Espace Santé et activer proactivement son espace. Aujourd'hui, il y a déjà le dossier médical et la messagerie sécurisée qui nous permet quand même d'échanger avec nos hôpitaux et autrement que par Gmail ou par WhatsApp. C'est quand même assez surprenant aujourd'hui qu'on écrive à notre banquier par une messagerie sécurisée, mais à notre kiné pour demander des exercices de rééducation par WhatsApp. Donc là, ça nous permet d'avoir une alternative sécurisée. Et puis, là, on demande aux citoyens de faire un effort, de prendre, s'ils le souhaitent, 2 heures de leur dimanche après-midi pour prendre en photo leur bannette papier et mettre leurs données dedans, parce que derrière, ce sera accessible aux professionnels de santé pour qu'ils puissent mieux les soigner. Et puis, progressivement, courant 22, courant 23, les 12 travaux d'Hercule là, vont se réaliser pour faire la mise à jour de tous les logiciels sur le terrain et d'avoir une alimentation automatique grâce à ces leviers incitatifs et coercitifs à destination des professionnels et établissements de santé. Alors, c'est la grosse différence avec le DMP. Qu'on a Emmanuel Canès avec nous, c'est pour comprendre aussi ce que ça engage techniquement, puisque vous êtes un fournisseur d'informatique et de solutions numériques. Qu'est-ce que ça veut dire quand d'un seul coup on décide de mettre en place une plateforme et que l'ensemble des professionnels de santé doivent être compatibles finalement avec cette solution numérique ? Il y a plusieurs sujets. Il y a déjà l'existence, c'est-à-dire toutes ces données silotées. Aujourd'hui, quand vous allez dans un hôpital, vous allez avoir des données. Si vous allez dans un autre hôpital, ces données ne seront pas partagées. Donc ça veut dire que dans le pire des cas, elles vont être recréées. Dans d'autres cas, peut-être de l'information sera perdue. Donc aujourd'hui, dans cet existant-là, il y a des pétas et des pétas de données qui sont aujourd'hui répartis dans l'ensemble des hôpitaux. Que représente cette interopérabilité, ou en tout cas le fait de pouvoir aspirer ces données? Alors, je ne parle pas de l'existant, je parle des futures données, celles qui vont être produites. Ça demande aux applicatifs qui sont aujourd'hui dans les hôpitaux, mais aussi au niveau de la médecine de ville, d'automatiquement charger ces données-là dans ce data lake, dans ce coffre-fort. Un nouveau logiciel supplémentaire qui vient en surcouche de tout ce qui existe déjà. C'est plus un connecteur, une copie qui va être envoyée vers ce coffre-fort numérique et qui va permettre du coup le partage.
On pourrait mettre des index et donc avoir comme un annuaire des données. Ça, ce serait une solution. Mais là, la solution qui a été retenue, c'est une solution qui est très efficace, où on va concentrer ces données-là. Alors, il n'y aura pas toutes les données. Hein. Il y a par exemple, en radiologie, on parle de compte rendu. On ne parle pas forcément de tous les clichés dans un premier temps. Mais en tout cas, le fait d'avoir cet espace qui soit centralisé dans un data center en France, opéré par un... Ça n'engage pas de changement logiciel, de mise à jour du matériel? Alors, le matériel... C'est pas juste une connexion où je me connecte sur Internet et j'envoie les dossiers. C'est un peu ça. C'est-à-dire que le logiciel, quand même, c'est une mise à jour du logiciel, bien sûr. Mais finalement, ça demande plus de tuyaux, parce qu'il y aura plus de connexion vers cet espace-là. Après, au niveau de l'établissement ou même du médecin de ville, ça ne va pas lui demander plus d'espace de stockage ou plus de ressources technologiques pour pouvoir le faire. C'est plus de bande passante, par contre, pour que cette copie soit versée dans ce data lake. Alors, moi, je l'ai activé hier, mon espace santé, en prévision de notre discussion, pour voir à quoi ça ressemblait, parce que j'avais toujours pas reçu mon code d'activation. Parce que, en fait, les codes d'activation vont arriver par mail, vous dites, ou par courrier postal, entre maintenant et la mi-mars à peu près, mais on peut prendre la décision de le faire soi-même. Alors, quand je suis arrivée sur cet espace, j'étais assez troublée parce que j'avais aucune information. Il était totalement vide. Alors justement, c'est exactement le sujet dont on est en train de parler. Les courriers sont envoyés sur 1 mois et demi parce qu'on ne peut pas envoyer 65 millions de courriers en un coup. Et puis même, ce serait trop risqué pour des infrastructures. Donc c'est étalé. Mais chaque Français, comme vous l'avez fait hier, peut aller créer proactivement son dossier. Aujourd'hui, mon espace santé, quand vous l'ouvrez, vous avez vos historiques de remboursement issus d'Amélie. Et vous avez également... J'ai pas trouvé ça, par exemple. Alors ça se met à jour 48 heures ensuite, 48 heures après. Et vous avez également, pareil, c'est une mise à jour qui est progressive, mais qui va se faire là dans les prochaines semaines, vous retrouvez vos documents Covid, à la fois votre attestation de dépistage et votre attestation de vaccination. Ça, c'est des raccordements qui ont déjà été faits. Progressivement, ça va s'alimenter avec le compte-rendu biologique que vous aurez fait dans le laboratoire, votre compte-rendu d'hospitalisation, la prescription réalisée par votre médecin traitant. C'est exactement le même chantier que celui qu'on a fait sur SIDEP, le système d'information de dépistage, où on a réussi à connecter de façon exhaustive, temps réel et automatique, jusqu'aux 4500 laboratoires de biologie médicale de France. Ouais. Personne n'y croyait, y compris nous, quand on a dû lancer le chantier. On n'a pas eu le choix parce que sinon, on ne pouvait pas déconfiner la France, on ne pouvait pas déclencher le contact tracing, on ne pouvait pas faire un suivi rigoureux du nombre de cas en France. Donc, on l'a fait en 3 semaines, là où ça faisait 8 ans qu'on échouait de le faire sur d'autres maladies infectieuses, et là où ça faisait 15 ans qu'on n'arrivait pas à le faire sur le dossier médical partagé. Pourquoi ça a fonctionné? Parce qu'au-delà des crédits qui ont été disponibles, ce n'est pas le nerf de la guerre, mais c'est nécessaire, on a activé 2 leviers innovants de régulation, d'accompagnement du changement pour mettre tous les tuyaux dont vous parliez entre le labo, l'hôpital, etc. et cette plateforme qui est SIDEP et qui est mon espace santé maintenant en routine indépendamment du Covid. C'est travailler en direct avec les éditeurs de logiciels, se mettre d'accord sur la spec, l'API, sur les financements alloués et sur le délai dans lequel c'est fait. Donc ça se fait en 1 an, là où normalement ça se faisait en 5 ou 10 ans. Et par ailleurs, travailler également avec les clients finaux, entre guillemets, des éditeurs de logiciels, donc les professionnels et établissements de santé, en mettant à disposition des incitatifs pour les former à ces logiciels, pour les accompagner à ces nouveaux usages, et coercitifs pour forcer le partage de données. C'est pas quelque chose ça fait 15 ans qu'on n'y arrive pas, donc ça va pas se faire. Parce que c'est ce que j'allais dire, le DMP, dossier médical partagé, ça n'a pas donné grand-chose. Ça n'a pas donné grand-chose, mais SIDEP, ça a donné quelque chose en 3 semaines. Aujourd'hui, ça vous paraît être rien, vous faites votre test. Pas du tout, non, j'en ai conscience. Vous avez votre SMS. Ouais. Tout ça, c'est des API qu'on a mis avec tous les laboratoires, puis ensuite les pharmacies, etc. On a appris de la crise, on a dit pourquoi est-ce qu'on attend les crises pour activer des leviers efficaces, et on les a répliqués, y compris juridiquement dans le droit commun. Ça nous a pris 1 an de négociation avec le Conseil d'État, avec tous les juristes, etc. On les a répliqués, ces leviers juridico-contractuels dans les droits communs, pour faire en sorte d'avoir ces 2 leviers inédits, à la fois travail direct avec les éditeurs de logiciels et incitatif et coercitif à destination des professionnels. On les a répliqués, c'est en cours de développement, on a tout un tas de signaux très encourageants, des éditeurs de logiciels parlent même de sécurisation, tellement il y a un bouillonnement, un foisonnement sur le terrain pour mettre à jour tous ces logiciels, et donc à horizon 18-24 mois, d'ici fin 2023, progressivement, vous allez recevoir vos dossiers automatiquement. Mais ce qui est important de dire, c'est qu'indépendamment de cette alimentation automatique, là, vous pourriez décider, c'est assez ludique, alors, de remplir votre profil médical. Ça prend du temps. Ça prend du temps, mais derrière, au lieu, quand vous allez vous faire hospitaliser, d'être stressé dans votre chambre d'hôpital, à devoir essayer de vous souvenir, est-ce que votre grand-père est diabétique? Quand est-ce que vous êtes fait opérer du genou? Est-ce que vous êtes allergique aux arachides? Oubliez la moitié, vous pourrez prendre votre profil médical que vous avez mis 1 demi-heure à remplir posément à la maison le dimanche,
l'envoyer par messagerie sécurisée et faire en sorte que l'infirmière qui vous prend en charge, le médecin, le chirurgien ait toutes les informations en amont. En tout cas, ce qui est vrai, c'est que l'activation, vous dites la promesse c'est 5 minutes chrono, c'est vrai que ces 5 minutes chrono, ça va très très vite, hein, vraiment, ça c'est efficace. Ça va faire un afflux de données gigantesque sur cette plateforme, parce qu'on parle de l'ensemble des documents numériques, mais on parle aussi d'une messagerie avec tous les échanges avec tous les praticiens qu'on va rencontrer. Il y aura aussi sans doute de la prise de rendez-vous, j'imagine, qui va se greffer. En tout cas, on l'a évoqué peut-être pour plus tard, mais bon, d'accord. Comment est-ce qu'on gère cet afflux de données qui va arriver finalement progressivement, mais assez soudainement? Parce que moi, je l'ai fait, j'ai activé, mais dès que les personnes vont recevoir leur code, c'est quand même 66 millions de Français, ça va être un afflux très important. Alors, oui, sur un espace-temps assez court. Sur un espace-temps assez court, par contre, les plateformes qui ont été déployées peuvent largement absorber cette charge-là. On a l'habitude avec la société Atos, qui a été la société retenue par l'assurance maladie pour héberger cette plateforme. Aujourd'hui, on travaille avec Atos sur la plus importante base de séquençage génomique en France. C'est Oragen, hébergé à Grenoble. Et donc sur cette plateforme-là, aujourd'hui, on est sur évidemment des données, des quantités de données qui sont énormes. Donc on a cette expérience de gros volumes de données qui arrivent d'un coup et qui est derrière exploitable par des algorithmes et des capacités de calcul. Il ne suffit pas de stocker la donnée. Il faut pouvoir y accéder, il faut pouvoir la traiter, il faut pouvoir en tirer de la matière de cette donnée-là. Et donc cette capacité de stockage et de calcul, on a avec Atos, en tout cas, eu énormément d'expérience. On a suffisamment en France, vous n'êtes pas un acteur français, mais est-ce qu'on a suffisamment en France de ressources pour faire face? Parce que même SI-DEP, début janvier, ça devenait compliqué pour obtenir ces résultats au moment du pic. Bon, là, on a 2 hébergeurs, Worldline pour la partie historique du DMP, puisqu'on n'a pas effacé le DMP, on n'est pas reparti de zéro, on a construit à partir d'un existant. Worldline qui est français, technologique qui est français. Et on n'entend pas forcément au nom. Oui, non, pardon. Et Atos qui est l'autre hébergeur, qui sont tous les 2 certifiés hébergeurs des données de santé, qui font l'objet d'une supervision par l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, qui sont hébergés en France. Il y a eu des audits externes de sécurité. Il y a un bug bounty qui est en cours avec le collectif Yes We Hack, une supervision. Ah, très bien, c'est ce que j'allais vous poser comme question. Qu'est-ce que vous mettez en place pour la sécurité? Parce que c'est quand même important de rassurer tout le monde là-dessus. Alors là, je vous ai fait une liste non exhaustive, mais les données sont chiffrées, c'est donc hébergé en France. Il y a une supervision de très très près par la CNIL et par l'ANSSI qui nous ont aidés à la construction de la plateforme et qui aussi vont la contrôler. Qu'est-ce que j'ai pas dit? Il y a évidemment une homologation RGS, de règlement général de sécurité. C'est à l'état de l'art d'un point de vue technologique. Les données sont désidentifiées. Enfin, il y a honnêtement un énorme travail qui a été fait autour de la sécurité parce qu'évidemment, c'est un des sujets clés. Et le bug bounty, c'est uniquement pour la période de lancement ou vous allez travailler avec eux sur la durée? Ça va se faire sur la durée parce que de toute façon, là, on a publié, je pense que c'est assez inédit, on a publié la feuille de route publique de mon espace santé. Alors, on n'a pas mis évidemment tout le backlog, mais on a vu les fonctionnalités principales par trimestre sur 2022 et sur 2023. Et donc, vous allez voir qu'aujourd'hui, vous avez le dossier médical et la messagerie sécurisée, qui est une énorme innovation par rapport au DMP. Et puis, progressivement, vont arriver un agenda partagé qui permettra pas de prendre des rendez-vous en ligne. Dans la logique d'État plateforme, on ne se substitue pas aux services numériques tiers existants. En revanche, on les référence pour vérifier qu'ils sont conformes à la doctrine du numérique en santé, à ces règles de sécurité, d'interopérabilité, d'urbanisation, d'éthique, etc. Et si ils obtiennent le feu vert de la commission de référencement et que le patient en est d'accord, il peut synchroniser ces services numériques référencés de prise de rendez-vous en ligne, de téléconsultation, de suivi de la glycémie à distance, de portail patient de l'hôpital dans lequel vous faites préadmission en ligne, etc. Tous ces outils-là peuvent être synchronisés avec votre dossier médical, votre agenda partagé, pour envoyer les documents qu'eux collectent, que ce soit les rendez-vous, que ce soit votre taux de glycémie, etc., et pour que derrière, ces données-là puissent être accessibles aux professionnels de santé qui vous prennent en charge, puisque via les 12 travaux d'Hercule, on a fait l'interopérabilité entre le dossier médical et l'agenda et les logiciels des professionnels de santé. Comment justement les acteurs du numérique sont impliqués dans un chantier comme ça? Quelles sont les différentes parties prenantes? Les éditeurs en priorité, puisqu'effectivement, il faut connecter leur existant, toutes leurs solutions logicielles. Et puis, on parle de PACS, on parle de dossier patient, on parle de résultats d'analyse. Vous imaginez le nombre d'applicatifs qu'il faut interopérer ou en tout cas qu'il faut connecter à ce système-là. Donc, il y a un gros investissement qui a été fait sur l'évolution de ces logiciels. Et majoritairement, il est là-dessus. Ça veut dire que ça va passer par des patchs, concrètement? Une mise à jour de version, oui, tout à fait. Ensuite, il y a
l'existence, c'est-à-dire les hôpitaux. Il y a une opération qui est en cours depuis plusieurs mois de convergence des systèmes d'information hospitaliers à travers les groupements hospitaliers de territoire. C'est aussi un énorme vecteur d'innovation, enfin de convergence en tout cas de ces informations-là. Ces groupements-là aussi montent en maturité digitale. Je pense qu'il est important de parler de maturité digitale du monde hospitalier, puisque c'est quelque chose qui est mesuré avec un référentiel qui est en cours. Vous parlez de sécurité. N'oublions pas que toutes ces données-là sont hébergées chez des hébergeurs certifiés, hébergeurs de données de santé, une certification qui est lourde et qui est particulièrement lourde par rapport à d'autres pays qui n'ont pas ce niveau-là de certification. Même nos voisins européens, on parle de RGPD, mais c'est pas aussi restrictif que notre certification hébergeur de données de santé, qui est encore une fois assez sélective. Donc ces évolutions-là... Alors, ce qui n'empêche pas malheureusement les fuites de données, les failles, hein, personne n'est à l'abri à ce sujet. Donc j'imagine qu'il va y avoir aussi nécessité d'un accompagnement de prévention vis-à-vis des utilisateurs. Ça, c'est prévu aussi sur la vigilance, parce que les campagnes de phishing, je pense, vont arriver en même temps que mon espace santé. Notre conviction, votre question sur les parties prenantes impliquées est clé, parce que dans les parties prenantes impliquées, il y a évidemment les professionnels et établissements de santé qui vont y trouver un gain de temps, qui vont derrière pouvoir, par exemple dans les pilotes, je sais pas quoi, le laboratoire de biologie nous disait, le fait d'avoir accès au contexte dans lequel la personne fait ce prélèvement, ça permet de mieux l'interpréter. Enfin, on y voit évidemment tout un tas d'avantages pour les professionnels et établissements de santé avec qui on a co-construit le système. Les éditeurs de logiciels avec qui on travaillait peu précédemment côté ministère de la Santé, avec qui là on travaille plutôt 2 fois qu'une au quotidien, parce que c'est eux qui font le numérique en santé sur le terrain, c'est pas nous. Les associations de patients évidemment, mais aussi les citoyens. Voilà. Ce qui est indispensable, c'est que cet outil, c'est cet outil du citoyen, et quand on dit que le citoyen il est au centre, il n'est pas juste au centre de la slide, il est au centre pour de vrai. Donc non seulement il a co-construit avec nous le service, on a fait des comités citoyens du numérique en santé avec 30 citoyens tirés au sort. C'était honnêtement une expérience incroyable, un niveau d'intelligence dans les débats et de nuances qui redonnait foi dans la démocratie. Ils nous ont rendu un rapport avec tout un tas de recommandations sur mon espace santé. On s'est d'ores et déjà engagé à en prendre en compte 60%, déjà réalisé actuellement avant le lancement ou dans les prochains mois à venir. On est en train d'instruire les 40% restants. Parfois, ça c'est quoi? C'est des demandes de transparence principalement, d'être alerté quand un dossier arrive sur son espace, de savoir qui a accès aux informations? Il y a tout un tas de demandes. Par exemple, il y a une des demandes, c'est faire en sorte que les aidants puissent accompagner la personne à remplir son espace santé, pas simplement à la place, mais en faisant en sorte que ce soit tracé. Il y a tout un dispositif qui s'appelle Aidant Connect, qui existe déjà, qu'on est en train de mettre en place, mais qui demande des évolutions juridiques, techniques. C'est très compliqué sur le fond, mais c'est une demande récurrente des associations de famille et donc là du comité citoyen. Et donc on l'a mis dans la roadmap pour faire en sorte que ce soit fait, pas du jour au lendemain. Ça va être progressif, la mise en place de mon espace santé. Il faut aussi qu'on ait conscience de ça, mais on est convaincu que ça va fonctionner. Donc, les citoyens ont été associés dans la co-construction pour prendre des arbitrages stratégiques avec nous. Par exemple, il y a un sujet autour de l'accès du médecin traitant à mon espace santé. On a dialogué avec eux, on a fait intervenir toutes les parties prenantes de la discussion pour connaître leur avis. Et aussi, il y a un mécanisme d'accompagnement massif qui est en cours de déploiement. On est convaincu qu'on a beau faire l'outil le plus ergonomique du monde, connecter tous les logiciels des professionnels de santé, si on ne prend pas la main d'une certaine partie des citoyens et de beaucoup d'entre eux, la fracture numérique, c'est un problème massif, ce n'est pas des cas isolés. Mon espace santé ne décollera pas et on va certainement accentuer la fracture sociale, sanitaire avec la fracture numérique. C'est pas ce dont on souhaite. Donc, on est en train de mettre en place des partenariats. Donc, il y aura des accompagnements, en fait. Exactement. On l'a fait dans les pilotes, là, en Haute-Garonne, en Somme, etc. On a fait des partenariats avec des professionnels de la médiation numérique, que ce soit la Mednum, les maisons France Service, etc. On est allé vers les gens, dans les hôpitaux, quand ils font la cause d'urgence, dans les universités, dans les EHPAD, dans les entreprises, auprès des salariés, pour présenter mon espace santé, expliquer comment ça fonctionne, répondre aux craintes qu'il y a sur la protection des données, sur l'accès par les assurances, il n'y en a pas, l'accès des employeurs, il n'y en a pas, l'accès des professionnels de santé si la personne en est d'accord, pour faire en sorte que cet outil soit vraiment un outil quotidien, familier et facilement utilisable. Après, voilà, la clé, ce serait qu'il soit facilement utilisable, mais aussi pratique, qu'il ait vraiment une utilité et qu'il fonctionne presque simplement, aussi simplement qu'une application des GAFAM, parce qu'aujourd'hui, finalement, on travaille beaucoup avec les GAFAM sur nos données de santé à travers nos montres connectées, par exemple, mais pas seulement. Il y a énormément de dispositifs qui viennent finalement en concurrence de mon espace santé, où déjà,
j'ai fait ce travail d'informer sur la qualité de mes soins, sur mes maladies et tout ça. Donc comment est-ce qu'on travaille en parallèle à la fois avec ces applications et à côté de ces applications ? Parce que ce serait intéressant de récupérer ces données. Mais c'est justement la promesse de cette plateforme, c'est justement de labelliser, de normaliser ces dispositifs-là. Aujourd'hui, on prend une Apple Watch labellisée par la FDA aux États-Unis. Je pense qu'il y aura un process pour que les montres connectées ou des dispositifs connectés puissent être versés dans ces données-là. Nous, ce qu'on prévoit... D'autant qu'il y a des acteurs français, j'ai cité GAFA, mais il y a Withings aussi. Oui. Mais nous, ce qu'on prévoit en tout cas, c'est que 20% des données qu'auront à traiter les médecins d'ici 5 à 10 ans, 20% de ces données-là seront produites par les patients eux-mêmes. Donc on imagine déjà 20% de données en plus, mais il ne faut pas voir ça que comme une menace ou une crainte. Il faut au contraire voir ça comme une chance de pouvoir mieux détecter des pathologies, être beaucoup plus proactif, avoir des capteurs qui vont pouvoir faire de la détection là où aujourd'hui on constate des fois une pathologie après. Ce sera sans doute la prochaine étape. On n'a pas le temps de l'aborder maintenant, on a déjà dépassé le temps qui nous était imparti pour présenter Mon Espace Santé. Merci beaucoup à tous les deux. Laura Letourneau, déléguée ministérielle au numérique en santé, et Emmanuel Canès, directeur du secteur de la santé chez Dell Technologies. À suivre dans Smart Tech, c'est politique, le numérique évidemment. On va parler de l'infrastructure nation.